Sous le seuil d'un temple, au cœur de l'Afrique, quelqu'un a enterré la tête de l'homme le plus puissant du monde. Il ne l'a pas caché. Il l'a placé le visage tourné vers le haut, juste sous l'entrée, pour que chaque personne franchissant cette porte la piétine en passant. La tête était en bronze, et elle représentait le visage d'Auguste, le premier empereur de Rome, le maître du monde connu. La personne qui ordonna de l'humilier de cette façon n'était pas un roi rival, ni un général du Nord, ni un ennemi venu d'Europe. C'était une reine africaine. Il lui manquait un œil. Et elle réussit quelque chose que presque personne dans toute l'histoire n'a réussi. Obliger Rome à s'asseoir pour négocier. Son peuple a écrit ce qui s'est passé. Ils ont gravé le récit dans la pierre, avec leur propre écriture, dans leur propre langue. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les spécialistes parviennent à lire chaque signe, un par un. Mais ils ne parviennent toujours pas à comprendre ce qu'ils disent. La voix de cette reine est toujours là, sculptée dans la roche, attendant que quelqu'un l'écoute. Comment est-il possible qu'une femme africaine ait vaincu l'armée la plus puissante de la Terre? Et pourquoi son histoire est-elle restée enfermée dans un texte que personne ne parvient à lire? Pour comprendre ce qui s'est passé ici, nous devons nous éloigner des lieux qui apparaissent dans tous les livres et voyager vers le sud, au-delà de l'Égypte, au-delà des pyramides de Gizeh, en suivant le fleuve Nil jusqu'à ce qui est aujourd'hui le Soudan. Là, il y a plus de 2000 ans, existait un royaume appelé Couche, et sa capitale s'appelait Méroé. Pendant longtemps, on a parlé de Couche comme s'il n'était qu'une ombre de l'Égypte, un voisin mineur, un peuple de passage. Mais les fouilles racontent autre chose. Méroé était une ville riche, organisée et puissante. Elle avait des temples, des palais et plus de 100 pyramides à elle. En réalité, dans cette région, il existe plus de pyramides que dans toute l'Égypte. Elle avait des mines d'or que le monde antique convoitait. Et elle dominait quelque chose qui, à cette époque, valait autant que l'or, le fer. À Méroé, on fondait le métal à grande échelle, et avec ce métal, on fabriquait des armes. Couche avait ses propres dieux, sa propre culture et surtout sa propre écriture. Et c'est exactement cela qui rend ce royaume si différent de tout autre. Parce que nous ne dépendons pas seulement de ce que les Romains ou les Grecs ont écrit sur eux. Pour la première fois dans l'histoire de cette partie de l'Afrique, nous avons un peuple qui a laissé sa version des faits avec ses propres mots. Le problème, c'est que nous ne savons toujours pas déchiffrer entièrement ces mots. Et au centre de cette histoire existe une figure que le temps a presque réussi à effacer. Dans le royaume de Couche, le pouvoir n'était pas réservé aux hommes. Là régnaient des reines, et elles étaient si respectées que les textes antiques leur ont donné un titre propre. On les appelait Candace. Ce n'étaient pas des épouses décoratives d'un roi, c'étaient des souveraines, des chefs militaires, des chefs d'État. En un peu plus d'un siècle, plusieurs de ces reines gouvernèrent Méroé, et toutes laissèrent une marque profonde. Mais il y en eut une qui devint légendaire. Son nom était Amanirénas. Elle régna approximativement entre les années 40 et 10 avant Jésus-Christ. Le géographe grec Strabon, qui écrivit sur elle, la décrivit comme une femme au caractère imposant, une stratège redoutable. Et il mentionna un détail qui ne fut jamais oublié. Elle avait perdu un œil. Au lieu de cacher cette blessure, Amanirénas la transforma en partie de sa propre légende. Une reine borgne, à la tête de son armée, prête à affronter le plus grand empire du monde. Parce qu'à ce moment-là, au nord, quelque chose avait changé pour toujours. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte tomba. La reine Cléopâtre fut vaincue, et le territoire, qui pendant des milliers d'années avait été une grande puissance, passa aux mains de Rome. Soudain, l'empire le plus puissant de l'histoire partageait une frontière avec le royaume de Couche. Et Rome ne se contentait pas d'observer de loin. Elle commença à pousser sa frontière de plus en plus vers le sud, en direction du territoire de Méroé. Pour la plupart des peuples du monde antique, c'était le moment de se rendre. Résister à Rome était presque un suicide. L'armée romaine était une machine qui avait écrasé des royaumes de la Bretagne au désert. Mais
Amanirenas ne se rendit pas. Elle fit exactement le contraire. Elle attaqua. À la tête de ses troupes, la reine lança une offensive contre l'Égypte romaine. Ses armées avancèrent sur les villes du sud, atteignirent les temples de la frontière et renversèrent les statues que Rome avait érigées pour montrer sa puissance. Parmi ces statues se trouvait une image de l'empereur Auguste lui-même, fondue en bronze. Les Couchites l'arrachèrent et emportèrent la tête comme trophée de guerre. Rome répondit avec fureur. L'empereur envoya un commandant appelé Caius Petronius, qui réunit une armée et marcha vers le sud pour châtier Méroé. Les légions avancèrent, prirent des villes, pénétrèrent très profondément dans le territoire couchite et pillèrent même l'une de ces villes sacrées. Sur le papier, Rome était en train de gagner. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant que presque personne n'attend. Parce que le détail le plus fascinant de tout cela ne se trouve pas dans les batailles. Il se trouve dans ce que cette reine décida de faire avec la tête de l'empereur. Amanirenas ne fondit pas le bronze. Elle ne le vendit pas. Elle ne l'exhiba pas comme un trophée brillant dans son palais. Elle fit quelque chose de bien plus profond. Elle ordonna d'enterrer la tête d'Auguste sous le seuil d'un temple, le visage tourné vers le haut. Ainsi, chaque personne qui entrait dans ce lieu sacré piétinait le visage de l'homme le plus puissant du monde. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un message. C'était une façon de dire, sans prononcer un seul mot, que pour le peuple de Couche, l'empereur de Rome était en dessous d'eux, littéralement sous leurs pieds. Et le plus incroyable, c'est que ceci n'est pas une légende. Au début du XXe siècle, des archéologues qui fouillaient à Méroé trouvèrent exactement cela, une tête de bronze d'Auguste, enterrée sous le sol, avec les yeux de verre encore en place, regardant vers le haut après 2000 ans. Aujourd'hui, cette tête se trouve dans un musée, et elle reste l'une des preuves les plus extraordinaires de cet affrontement. La reine africaine avait tenu sa menace, et quand on s'arrête pour y réfléchir, cette histoire s'inscrit dans un schéma bien plus vaste et bien plus troublant. À maintes reprises, dans différents coins de l'Afrique, apparaissent des royaumes, des villes et des peuples qui ont construit des choses extraordinaires, qui ont défié les grands empires, qui ont inventé leur propre technologie et écriture, et qui, malgré tout, ont été poussés aux marges de l'histoire qu'on nous a enseignée. Des civilisations qui ont érigé des pyramides, qui ont maîtrisé le fer, qui ont laissé des messages gravés dans la pierre. Et beaucoup de ces messages, tout comme ceux de Méroé, nous ne savons toujours pas les lire. C'est comme si une part énorme du passé humain était restée enfermée à cette clé. Non pas parce qu'elle s'est perdue, mais parce que nous n'avons toujours pas trouvé la manière de la comprendre. Et cela nous amène au moment décisif de cette histoire. Après des années de guerre, ni Rome ni Couche ne parvenaient à une victoire totale. Les troupes d'Amanirenas continuaient à résister, à frapper, à refuser de disparaître. Et alors, l'impensable arriva. L'empire d'Auguste, l'empire le plus puissant de la terre, accepta de négocier avec la reine borgne du Sud. Les deux camps signèrent un traité de paix. Mais ce ne fut pas un traité humiliant pour Couche. Au contraire, les conditions furent étonnamment favorables au royaume africain. Rome recula sa frontière, renonça aux tribus qu'elle prétendait percevoir et laissa Méroé en paix. Une femme, avec un seul œil, à la tête d'un royaume qui n'apparaît presque pas dans nos livres, avait obligé le maître du monde connu à céder. Pensez un instant à ce que cela signifie. Si cela s'était produit en Europe ou en Asie, ce serait probablement l'une des histoires les plus célèbres de l'Antiquité. Il y aurait des films, des livres et des monuments. Et pourtant, le nom d'Amanirenas est presque inconnu en dehors des cercles spécialisés. Mais la plus grande question reste ouverte, et elle est gravée dans la pierre. Les Couchites ont laissé leur propre récit de cette guerre, écrit avec leur écriture, l'écriture méroïtique. Depuis plus d'un siècle, les spécialistes sont parvenus à déchiffrer les signes. Aujourd'hui, ils parviennent à prononcer les mots, son par son. Le problème,
c'est qu'ils ne comprennent pas la langue. Ils parviennent à lire à voix haute, mais ils ne savent pas ce que cela signifie. C'est comme tenir la voix d'une civilisation entière entre ses mains et ne pas parvenir à comprendre une seule phrase. Dans ces pierres pourrait se trouver la version complète de la reine sur sa guerre contre Rome, ses raisons, ses noms, ses victoires racontées par elle-même. Et tout cela est toujours là, en silence, à attendre. Amanirenas vainquit. Elle garantit l'indépendance de son royaume et Couche survécut comme une civilisation prospère pendant près de 400 ans de plus. La reine borgne qui osa défier Rome n'est pas un mythe ni une exagération. C'est de l'histoire réelle, soutenue par une tête de bronze enterrée dans le sable et par des inscriptions qui, aujourd'hui encore, nous regardent en face. Mais son histoire laisse une question qui n'a toujours pas de réponse. Que nous disent encore ces pierres et que nous ne savons toujours pas lire? Combien de royaumes, combien de reines, combien de guerres sont restés prisonniers d'une écriture que le monde n'a pas réussi à traduire? Et si un texte que nous pouvons lire, lettre par lettre, garde encore tant de secrets, il existe un autre cas encore plus troublant. Des civilisations entières qui n'ont laissé aucun mot écrit et qui, malgré tout, ont construit des choses si complexes qu'il est difficile d'expliquer comment elles y sont parvenues, ou pourquoi elles ont disparu sans laisser de traces. Merci d'avoir regardé, et maintenant YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Je suis certain que vous les aimerez aussi. Cliquez et regardez une autre vidéo de notre chaîne.